Europe 1, Pascal Praud. Et sur Europe 1, nous retrouvons Stéphanie qui nous appelle du Var, Pascal. Exactement, avec ce sujet, une tenue unique expérimentée dans 100 établissements scolaires et une possible généralisation en 2026. Emmanuel Macron favorable à l'apprentissage de la Marseillaise également en primaire. Est-ce que nous pouvons écouter le président de la République ? Tout se tient. C'est-à-dire qu'on a un énorme travail à faire avec les familles. J'ai commencé par là. Mais on a en effet à l'école, et c'est ce qu'on a commencé depuis 2017, à aller au bout de ce choc des savoirs. L'école primaire avec laquelle vous avez commencé, c'est là où on apprend à compter, à écrire, à lire, aussi à se comporter. C'est là où on apprend des valeurs. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. Ça, c'est pour la Marseillaise. Et puis la tenue unique à présent. La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements, tous volontaires. Cette expérimentation sera évaluée méthodiquement et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. Alors, nous sommes avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pascal Praud, je voulais vous dire avant tout que j'étais très très contente de vous parler, je suis une fan absolue. Vous êtes J'admire votre courage, votre clairvoyance. Moi j'ai quitté Paris il y a plus de 20 ans, j'étais dans la com, la presse. Je suis prof maintenant depuis 8 ans dans le privé. Et j'ai quitté Paris parce que la gauche caviar et l'entre-soi médiatique me dégoûtaient, ce que vous dénoncez. Et vive CNews, vive Europe 1. Je suis vraiment heureuse d'avoir enfin un autre média. D'abord, je vous remercie. Simplement sur le mot courage, moi je récuse le mot courage. Le courage, c'est d'aller sur un terrain de guerre. Le courage, il est pour moi souvent physique. Le courage simplement de dire ce que je dis ne me paraît pas, si vous voulez, digne des gentils mots d'ailleurs que vous me rapportez. Mais comme j'entends souvent cela, on me dit vous avez beaucoup de courage. Non, vous savez, il y a des gens qui c'est pas très compliqué de dire à un micro ce qu'on pense quand même. Oui, bon, voilà. Oui, mais c'est bien de le faire. Et ceux qui ont du courage aujourd'hui, c'est peut-être mes collègues qui sont dans le public. Quoique quand hier, j'écoutais sur CNews des journalistes de CNews partir interviewer les manifestants de l'Éducation nationale qui accueillaient notre nouvelle ministre de l'Éducation et qui disait au micro je refuse de parler à CNews, je me dis ils n'ont rien compris en fait. Voilà. Mais c'est pas grave, tout ça n'est pas grave. Tout ça n'est pas grave. Bon, en revanche, Stéphanie, sur la tenue unique, alors, moi qu'en j'ai pas pensez-vous ? écouté Macron. J'ai pas écouté Macron, j'ai pas voté pour lui, j'ai plus du tout confiance. Bref, je trouve que c'est une rustine qu'on mettrait. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas c'est pas le problème. Hein. Le vrai problème, c'est pourquoi les élèves, certains élèves portaient l'abaya en fait. Moi, je suis pas confrontée, je suis dans le privé, donc je suis privilégiée heureusement. Et le jour où j'aurai des abayas dans mon école, je changerai de métier encore une fois. Ce sera pas la première fois que je change de métier. Mais oui, pourquoi pas faire ça. Mais le souci, c'est un problème d'intégration. On a trop dans le public. Moi, je vois quand je corrige le brevet des collèges, je vois les écarts, l'abysse entre le privé et le public. C'est incroyable. Donc, j'imagine ce que doivent subir mes collègues du public. Donc, l'abaya, un uniforme, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui va. Pourquoi certains élèves mettent les abayas ? C'est ça. On a un problème d'intégration parce qu'ils sont trop nombreux. Le problème, il est là. On peut pas. C'est un problème de culture. Moi, quand je donne dans le privé certaines œuvres à étudier à mes élèves, je sais que les parents ou les grands-parents, ils connaissent Victor Hugo, Joseph Kessel. Ils en ont entendu parler, ça les aide. Mais les autres dans le public, c'est des gens. Moi, j'ai eu quelques élèves qui venaient d'autres horizons, on va dire, pour être ils connaissent pas. Et comment voulez-vous qu'on puisse englober et absorber autant de gens qui vont être après manipulés par Internet, etc. Donc, je dis que l'abaya, c'est l'uniforme. Bon, c'est pas. Bon, vous êtes professeur de français. De français, bon, en collège. Collège, donc c'est de la 6e à la 3e. Vous avez quelle classe cette année ? Cette année, j'ai des 5e et des 4e. Bon, ça m'intéresse moi toujours de savoir qu'est-ce que vous leur faites étudier comme pièce de théâtre ou comme roman cette année ? Alors, je leur fais lire Les Misérables en texte abrégé. Ah, ça c'est pas mal. Texte abrégé, c'est quand même le texte de Hugo. Oui.
Exactement. Alors il y a plusieurs éditions, donc je leur fais étudier ça. Donc évidemment à chaque fois c'est des cris, des hurlements. Il y a combien de pages? Ah bon, il est mort ou il n'est pas mort? Enfin bon. Il est mort. C'est-à-dire Victor Hugo, il demande s'il est mort. Ah ouais, non, mais quand je leur fais lire, par exemple, je fais venir des auteurs parfois sur d'autres sujets qui sont contemporains, qui sont encore vivants, ils me disent ah bon, mais ils sont encore vivants, oui, tous les écrivains ne sont pas morts. Ils ont une perception des écrivains de la littérature qui est particulière. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'aucun ne lit un roman, par exemple, par plaisir, simplement chez lui. Non. Aucun. Non. Vous avez 30 élèves dans les classes et vous n'avez aucun gosse aujourd'hui qui lit par plaisir un roman d'un auteur. Ah, très peu, c'est pas la même chose que personne. Il y en a. Alors, je vais vous dire très peu, ça veut dire un. Il y a peut-être un. Voilà. Ou alors ils vont lire genre Harry Potter, ou alors ils vont lire c'est bien Harry Potter. Attendez, Harry Potter, c'est très bien. Harry Potter, c'est très bien. C'est les trois mousquetaires, Harry Potter. Hein. C'est l'esprit. Voilà, moi je trouve ça très bien. Moi, mes enfants, on lit tous les Harry Potter et je trouve ça très bien. Et beaucoup ont pris goût à la lecture grâce à Harry Potter. Exactement. Moi, j'ai pas lu. Je comprenais rien. Bon, ça c'est encore non, mais moi j'adore Harry Potter. Non, mais je veux dire, voilà, quand ils vont lire ça. Ou alors des mangas, ils sont tous fans de mangas. Mais lire des livres. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils sont initiés, par exemple, aux Misérables? Ça leur plaît ou ça les ennuie? Alors, ça leur plaît pas, ils n'ont pas lu. Alors, quand parfois j'arrive à leur faire regarder les films chez eux, en leur disant, bon, regardez, essayez d'étudier au moins le personnage, l'histoire, mais à demi-mot, sans vraiment leur dire. Après, c'est des quatrièmes. Cinquième, ils sont un peu plus malléables. Ils ont étudié quoi en cinquième? Vous leur avez fait étudier quoi? En cinquième, je leur fais étudier Le Lion de Kessel. Là, je leur ai fait lire L'Enfant et la rivière de Bosco, c'est plus court. Ils arrivent à lire quand même. Ils lisent, on marque une pause et on revient avec vous parce que moi, je suis toujours passionné de savoir ce que vous enseignez. Prof de français, c'est un merveilleux métier, ça. Ça, c'est un des métiers, moi, j'aurais aimé, je ne sais pas si j'aurais su, si j'aurais été accepté, mais j'aurais aimé être professeur de français avec une classe en face et de transmettre. C'est génial. Bien sûr. C'est bien super. sûr. Il est 12h27. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1 et vous réagissez en composant son numéro de téléphone. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Il est 12h32. Madame Boubouk va bien? Mais je vais bien, en effet. Élise. Élise, mais vous parlez peu, Élise. Vous avez le droit. Je suis discrète, je prends mes marques. Vous êtes avec. Monsieur Boubouk m'a mis une pression. Vous êtes avec les auditeurs, bien évidemment. C'est vous qui avez repris ce poste si important des auditeurs. On va écouter. Qui est professeur de français avec. Il y a une maîtrise quand même de la grammaire et de l'orthographe chez ces jeunes gens? Non, pas du tout. Et non, c'est une catastrophe au niveau de l'écrit. Mais moi, ce que je dis, parce que je les force à écrire, j'ai l'impression de les torturer, je leur dis que les exigences des examens, que ce soit au brevet ou au bac, c'est encore l'écriture. C'est pas des oraux, c'est pas des exposés, parce que bon, le numérique, tout ça, les oraux, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on leur demande à la fin de la troisième et après au lycée? C'est d'écrire des rédactions, de faire des dictées. Et moi, je corrige le brevet des collèges tous les ans. L'année dernière, au brevet, sur 32 copies, donc j'ai des établissements de partout, du public, du privé, sur 32 copies, j'ai mis 30 zéros. Alors, c'est que 10 points, mais j'ai mis 30 zéros, et c'est tout. Donc, moi, je l'ai fait écrire. Alors, une fois que j'ai étudié tous les soucis de dyslexie, dyspraxie, de troubles de ceci, troubles de cela, et il y en a. Donc ça, c'est un vaste sujet aussi. J'oriente les parents, je leur dis là, il y a ça, il y a ça, là, il y a un 10, là, il y a quelque chose. Mais moi, je ne suis pas orthophoniste, je suis pas médecin, c'est pas ma formation. Donc après, je les envoie vers des graphothérapeutes, des gens, j'ai un petit réseau pour qu'on puisse les accompagner. Une fois qu'on a un peu éludé tout ça, on met en place un PAP ou pas un PAP, des plans de personnalisés d'accompagnement. Après, je les fais travailler l'écrit. Alors, on recopie, on reprend sa phrase. Je leur fais même faire des lignes d'écriture en quatrième parce qu'ils savent pas écrire. Et c'est illisible. C'est illisible ce que Mais au niveau de la graphie. La graphie, mais écoutez, moi, je suis très inquiet. Je dis toujours la même chose. Oui. J'étais un élève lambda. Stéphanie, lambda. C'est-à-dire que j'ai dû avoir au bac 12 ou 11 ou 12 ou bon. J'ai fait une licence de droit, franchement, j'ai pas fait ni normal sup ni rien du tout. Mais quand je suis sorti de la terminale, évidemment, j'avais un niveau de culture générale qui était intéressant. Je maîtrisais la grammaire, le vocabulaire, mais comme tout le monde. J'étais pas comme tout le monde. Et quand mes enfants, qui déjà ont 30 ans aujourd'hui, mais quand ils voient nos cahiers, les cahiers en CP, ils sont même étonnés de ce que nous faisions, des dictées. Ils sont étonnés de la calligraphie, de la qualité de comment nous écrivions. C'est vrai. Et je le dis d'autant plus, ce qui est intéressant, c'était un élève comme les autres.
Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai Donc parfois des collègues... qu'est-ce que ces gens vont devenir? C'est-à-dire que si personne ne lit dans 20 ans, on sera à un niveau de culture générale à zéro? Donc les gens qui auront lu un livre seront des... Mais ça, c'est... Et vous êtes dans le privé? Moi, je suis dans le privé, je suis quand même assez sévère oui, mais quoi, vous faites sévère, vous êtes juste. Et je fais un boulot, je vous dis pas les heures passées, je dis pas ça pour me plaindre, parce que moi j'adore accompagner des élèves, mais ça demande un investissement hallucinant. Je comprends que dans le public, ils font pas faire ça. Enfin, je dis pas tous, je me permets pas. Mais bien sûr, je dis pas tous, mais moi ce que je fais, alors moi j'ai des collègues aussi, ça c'est important au niveau de la littérature, qui me disent ouais, faut leur faire lire Hunger Games, faut leur faire lire ceci, cela. Moi je veux pas leur faire lire des livres qu'ils vont lire chez eux, comme Harry Potter, même si j'adore Harry Potter. Au contraire, je vais essayer de leur donner un bagage littéraire pour être mieux préparés au lycée. Parce que quand ils arrivent au lycée, on leur demande quand même des connaissances pour le bac de français. C'est énorme ce qu'on leur demande, donc il y a un gouffre. Donc moi, je leur fais lire des classiques. Alors j'essaye de trouver des nouvelles au 19e siècle, des nouvelles de Balzac, des choses. Maupassant, c'est facile, par exemple. Maupassant. Alors je fais beaucoup Maupassant. C'est facile. Et puis c'est agréable à lire. C'est agréable. Mais bon, c'est quand même des classiques. Mais vous savez que. Mais par exemple, Corneille, Racine, vous n'y touchez pas, j'imagine. C'est trop compliqué. Alors que moi, j'ai étudié Horace, j'ai étudié. Le Cid, j'ai étudié Iphigénie, j'ai étudié Corneille et Horace, j'en ai étudié plein, mais lycée, étudiant. Et quoi étudier je veux dire, Britannicus, c'est ce que nous faisions à l'époque. Phèdre, évidemment. Je pâlis, je rougis à sa vue. Non, mais au collège. Non, c'est vrai que c'était peut-être plus. On faisait le Cid quand même. On faisait le Cid en quatrième. Oui, en quatrième, tout à fait. Oui, moi je fais le bourgeois gentilhomme parce que je leur fais jouer les pièces en fin d'année. On s'amuse, Molière, on rigole, c'est le registre comique, on se déguise. Voilà, le théâtre, je le fais jouer. Donc c'est autre chose. Et c'est comique, le bourgeois gentilhomme, c'est rigolo. Bon, je suis d'accord avec mais au collège, après, on a tellement de choses à faire. Moi, je leur fais faire des dictées. Mais il y en a qui font plus. Donc, voilà, je sais pas, c'est inquiétant. Tout ça est quand même inquiétant, mais en tout cas, moi, je me régale et ça me procure une grande joie. J'ai des élèves formidables, ils sont vraiment mignons et ça me plaît beaucoup, mon métier. Voilà. En tout cas, je le fais dans de bonnes conditions, en tout cas. Eh bien, écoutez, merci vraiment à vous et merci effectivement de cet engagement. Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. C'est dans le bourgeois gentilhomme et c'est assez rigolo effectivement à jouer pour les jeunes élèves. D'ailleurs, on va faire peut-être du théâtre, a dit le président Macron. Ça, c'est une bonne chose de faire du théâtre parce que ça donne confiance. Il a raison et ça apprend l'oralité. Là, j'étais d'accord avec lui. Est-ce que nous marquons une pause, monsieur? Absolument, une pause en couleur. Oui, vous êtes. C'est l'heure d'André Arnaud, 12h38. Il prenait le journal, je crois, à 12h30. Oui. André Arnaud, bon appétit, bonjour, disait-il, pour terminer son sommaire. Bon appétit, bonjour. Vous êtes assis là, Fabrice. Un petit peu de repos à midi. Oui, un petit peu de repos. Oui, parce que vous avez tellement dansé. Monsieur Bordet est là aussi? Oui, il est ici. Il a dansé également avec Monsieur ils ont dansé un slow. Avec Monsieur Liberty. Oui. Vous avez dansé? C'était vachement bien, vous nous avez manqué. Hein. Mais nous, on travaille, nous, on écoutait le président Macron. Après le travail. Après le travail, on a dort. commencé plus tard à cause de Macron. Mais après le travail, on dort. Nous, moi, je suis pas comme Florian Carassou-Maillan qui dort 2 heures. J'ai plus l'âge. Et qui n'a plus de voix, du coup. Exactement. Et Monsieur Boubouk, il est même pas venu. Moi, je pense que Monsieur Boubouk, il était à la soirée hier soir, Monsieur Boubouk? Oui. Bon, c'est. Il est parti assez tôt, hein. Oui, enfin, parce qu'il se sentait pas bien déjà. Oui. Moi, je voudrais vérifier tout ça. Il n'a pas gagné à l'euro-million? Bon, il a peut-être gagné à l'euro-million. C'est ce que nous disons depuis ce matin. Il ne le dit pas. Bon, il est 12h40. On parle de quoi? On parle de Françoise Hardy, oui. On parle congé de naissance dans une seconde. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Praud et vous. Emmanuel Macron a annoncé mardi la création d'un congé de naissance de 6 mois pour remplacer le congé parental ainsi que le lancement d'un grand plan pour lutter contre le fléau de l'infertilité. 2 mesures visant à relancer la natalité en France. Écoutons-le. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera
plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse, parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. Alors, qui est avec nous? Je crois que c'est Jacques qui est là. Bonjour Jacques. Brigitte. Ah, Brigitte. Oui. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris l'intérêt de remplacer le congé parental par le congé de naissance. Il sera mieux rémunéré, si j'ai bien compris, mais il va falloir peut-être attendre de nouvelles informations. Quel est votre sentiment, Brigitte? Alors, déjà, je pense qu'il faut sortir de l'idéologie, parce qu'on veut absolument aligner les hommes et les femmes sur la problématique de la naissance, mais il faut quand même savoir que c'est quand même la femme qui a 100% de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, et qui prolonge un petit peu tout ça dans les mois qui suivent la naissance, et ça c'est universel. D'ailleurs, le personnel de crèche est intégralement féminin. Donc, on parle de fertilité, mais je crois que le stress de la vie moderne joue aussi beaucoup là-dessus. Et par idéologie, on a voulu axer les dépenses uniquement sur les modes de garde, qui coûtent extrêmement cher. Une place de crèche coûte 1 500 € par enfant à la collectivité. Donc, c'est extrêmement cher, et on pourrait très 1 500 bien imaginer... € par mois? Oui, par mois, bien sûr, parce qu'entre les locaux, le personnel, le remplacement du personnel, parce que aussi on met à rude épreuve le personnel de crèche, parce qu'on nous dit qu'une femme qui garde ses enfants, c'est une aliénation, mais... non, mais Brigitte, vous-même, votre cas est particulier, je crois que vous avez 9 enfants. Oui, tout à fait. Oui, oui, 9 enfants. Justement, je peux vous dire que j'ai expérimenté un peu de tout. Parce non, que mais j'ai vous faites travaillé partie des gens... oui, 9 enfants. Alors, j'ai eu des modes de garde, oui. Mais il faut savoir que quand vous levez à 6 h du matin un nourrisson très jeune, que vous êtes obligé de prendre la voiture, ce qui n'est pas forcément très écologique, pour aller assez loin, que vous avez X heures de transport et que vous êtes obligé de jongler à votre mari parce que... la nourrice à 5 h 30, elle a envie de se libérer forcément, etc. C'est comme une vie très très fatigante qui génère beaucoup d'ailleurs d'absence des jeunes mères de famille, parce que c'est très fatigant. Et on ne peut pas être au four et au moulin. Puis alors à partir du 3e et surtout du 4e enfant, vous êtes obligé de quand même de prendre un certain temps pour gérer toute la famille. Ça se fait pas comme ça. J'imagine, 9 enfants, c'est plus qu'un travail, c'est un double travail. Entre l'aîné et le dernier, il y a 15 ans d'écart, voilà, 15 ans d'écart. Bon, et vous en avez combien à la maison aujourd'hui ? J'en ai 3, là, il m'en reste 3, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que déjà, il faudrait revoir absolument le niveau de vie des jeunes familles, parce que on nous parle encore là des 2 milliards de cadeaux fiscaux, ce qui est très bien en soi, bien sûr, mais c'est sur l'impôt sur le revenu, donc ça va toucher principalement les peu chargés de famille ou les non chargés de famille. Et pendant ce temps-là, la caisse famille a été siphonnée depuis 30 ou 40 ans, à tel point que là, on a un niveau de vie pour ceux qui ont charge de famille qui est dérisoire par rapport aux autres. Donc je ne vois pas comment... il était évident, parce que depuis 2014, je crois que le coup de grâce a été donné avec cette modulation des allocations familiales, parce que les allocations familiales, c'est pas une politique sociale, c'est une politique d'échange entre les générations, ce qui n'a rien à voir. Et donc si les gens ne savent pas où ils vont, ils sont dans le stress, ils sont dans la fatigue permanente. Alors on veut absolument que les mères de jeunes enfants qui ont quand même besoin de soins, qui sont fragiles, disons, on veut absolument les mettre au travail, et pendant ce temps-là, on paye des millions de gens au chômage, ça n'a pas de sens, quoi. Et je pense qu'il faut pas non plus mettre une égalité parfaite entre le rôle du père et le rôle de la mère. Les très jeunes enfants ont besoin de leur mère, c'est comme ça, et si les femmes veulent travailler, surtout... Mais de leur père aussi. Vous savez, et les femmes ont besoin de leur mari quand elles ont un enfant. Brigitte, merci à 12h48 pour cette intervention. On va marquer une dernière pause avant de recevoir évidemment Céline Géraud. De rappeler quand même 2 ou 3 choses. D'abord, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pizza. Figurez-vous, donc je ne sais pas si... si vous aimez la pizza ou pas. Et d'ailleurs, à noter que depuis 2007, elle est inscrite au comité de l'UNESCO de la protection de culture immatérielle au patrimoine mondial. Je n'ose même pas vous dire ce que j'avais dit sur une autre antenne sur la pizza. Je pense qu'il y a encore des témoins de cela, parce que personne ne me croit quand je dis cela.
Quand vous dites quoi? Je n'ai jamais mangé de pizza de ma Non. vie. Jamais. Vous entendez bien? Jamais. Et pourquoi ça? Comment est-ce possible? Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais On va aller à mangé la de ma vie. pizzeria d'à côté.